dame. Est-ce que vous m'entendez bien? Ceux du deuxième wagon, vous m'entendez bien aussi? Vous pouvez faire un petit signe dans le rétroviseur pour me dire si... Ok, super. Alors ici c'est le musée d'interprétation archéologique du Brabant wallon, donc en plus court c'est Miabewe, mais c'est pas un chat, même si ça miaule. Donc voilà, c'est un musée qui se trouve à Eslessine. Donc quand vous rentrez dans la cour du château, la grande cour d'honneur, vous avez le château en face de vous avec le magnifique dôme. Vous avez deux dépendances, une à gauche, une à droite. Et bien nous sommes situés à la deuxième porte de droite de la dépendance. C'est un petit musée qui au départ était à Orpe, c'est un musée de site et qui a déménagé en 2014 pour se retrouver donc à ce moment-là à Eslessine. Alors ici, le musée il a plusieurs thèmes, mais essentiellement quand même la préhistoire. On fait aussi de l'Antiquité, mais c'est surtout la préhistoire. Et ici, étant donné que d'autres présentent l'époque romaine et d'autres périodes ultérieures, on s'est concentré sur la préhistoire. Et montrer des objets qui sont des objets authentiques, ou des moulages, ou un ou deux facsimilés qui sont produits donc par nous et qui ressemblent à des objets authentiques, puisqu'ils sont faits avec la même matière. Alors ce qu'on présente ici, on va depuis l'époque les plus ancienne de ce qu'on a retrouvé dans la région, parce qu'on a plus ancien, mais il faut aller à Sprimont, et ce ne sont que des outils. Ici, on présente donc des outils qui ont été fabriqués par l'homme de Néandertal, même si on n'a pas retrouvé d'ossements de Néandertal dans la région. Ensuite, on se retrouve chez les Cro-Magnons, ce que les gens appellent les Cro-Magnons, sont en fait des sapiens, de la fin finalement du Paléolithique supérieur, puisqu'on est au Magdalénien. Nous sommes donc entre 14 et 13 000 ans par là, à la grosse louche. Et ces gens sont passés dans la région, à Orpe, ils ont établi un petit campement, ils sont restés un petit peu, ils sont partis. Et ils nous ont laissé, bien sûr, leurs déchets, forcément, bien sûr. Et c'est des déchets non biodégradables, puisque c'est du silex. Donc on les a retrouvés. Enfin, on a deux vitrines qui sont là. Et là, on passe au néolithique. C'est le début de la modernité. Vous avez des populations qui sont sédentaires, qui vivent dans des maisons et qui taillent le silex, non seulement pour eux, mais aussi pour d'autres, étant donné qu'ils exportent pas mal. On a notamment un objet très caractéristique, c'est ce qu'on appelle un pic. Un pic, c'est un objet qui sert à aller chercher le silex dans les couches dans lesquelles il se trouve, c'est-à-dire dans les couches de craie, comme on a par exemple à Spienne, donc les fameuses minières de Spienne. Sinon, pour le reste, pourquoi sommes-nous ici? C'est un partenariat avec la SBL Ramilly qui nous a gentiment invités. Alors au départ, il était prévu d'avoir un tout petit peu, quelque chose de petit, de modeste. Puis après, ils nous ont expliqué qu'ils voulaient vraiment couvrir un maximum de périodes. Et donc, nous, on s'est dit, on prend la préhistoire, puisque c'est un peu notre taf, et on va présenter la préhistoire. En regardant sur les bords et les tranchants de l'outil, on s'est rendu compte que cet outil, quand on l'éclaire avec une lumière spéciale, eh bien, le tranchant, il est brillant comme un miroir. Et on a fait un prélèvement sur le tranchant et on s'est rendu compte que c'était du métal. Voilà. Et ce métal, c'est du fer. C'est quand même un peu interpellant parce que du fer à la préhistoire, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça va pas. Mais si, en fait, ils ne le travaillaient pas. Ils n'étaient pas capables de le fondre, ils n'étaient pas capables encore de le forger, mais ils l'utilisaient brut. Si on va dans la grotte de Challeux, à Dinan, on a trouvé une boule de pyrite, presque identique à ça, elle est même plus petite que ça. Et donc, on a une trace qui montre qu'elle a été percutée pour faire du feu. On ne fait pas du feu de silex comme on l'a longtemps cru. Ça a été écrit dans tous les manuels scolaires. Les archéologues se battent pour retirer ça des manuels scolaires depuis des années. Ça ne fonctionne absolument pas. Ça fait de la musique, ça fait tout ce que vous voulez, mais ça ne marche pas. Et la matière qui est ici à l'intérieur, on appelle ça l'amadou. Alors, je ne vais pas faire mon feu directement dessus parce que là, j'en ai plus. J'ai ici donc de l'amadou râpé. Pourquoi? Parce que ça permet de l'économiser un petit peu, surtout quand on est comme ça. Alors, je vais essayer de mettre mon amadou ici sans qu'il s'envole. Ça va être le jeu. Bien. Il y a peut-être un peu trop de vent. Non, c'est parti. C'est parti. Voilà, c'est parti, c'est bon. Voilà. Ah, ça se sent. C'est parti. En fait, tu as raison.
Alors vous voyez deux choses, à quel point ils sont ingénieux, à quel point ils sont nuls à Koh-Lanta. Oui, enfin, ils n'ont pas le Mamadou aussi, hein, sur Vous pouvez trouver ce genre de choses sans problème. Hein. Si vous allez sur les îles, etc., croyez-moi qu'ils savent comment il faut faire. Mais il est séché là. Il n'est pas séché vraiment, mais disons qu'on l'a mis hors de son environnement classique, quoi. Donc il n'a pas été séché dans un four ou un truc comme ça. Hein. Voilà. Une fois que la braise est assez grosse, on prend le nid. Et la pierre de pyrite, ça, il y en a aussi à Koh-Lanta? Ah, mais ça, vous pouvez trouver du fer. Hein. Si vous avez un morceau de fer, ça suffit. Hein. Alors, on prend le champignon qui ne brûle pas, on le met dedans. Hein? Hein? Hop. Et puis, une fois qu'on a bien tassé, on prend la partie qui brûle et on la met dedans. Voilà. À ne pas faire si on n'a pas l'habitude, on se crame les doigts. Voilà, ok. Alors regardez, tous les gestes ont une importance. Ma main par rapport au feu, elle est toujours en dessous. La chaleur ne faisant que monter, je mets ma main en sécurité. Je ne vais jamais souffler par au-dessus, ça c'est bon pour les enfants. Jamais souffler par au-dessus sur un feu, sinon vous prenez la flamme dans le nez. Toujours mettre bien vertical. D'ailleurs me rapprocher un petit peu du feu, comme ça je pourrais le déposer parce qu'il y a du vent. Parce que quand ça va partir, celui-là il va partir. Oui, il va partir vite. Hein. À la prochaine. Voilà. Voilà, il y est. Alors, une fois qu'il est parti, on tourne légèrement. Dès que les flammes touchent mes doigts, je lâche. Voilà. J'ai ressenti quelque chose dans la grande salle de la grotte de Goyet que j'avais senti nulle part. Et j'ai eu des frissons à penser qu'il y a eu des Néandertaliens et d'autres personnes qui se sont installés à proximité. Probablement pas dans la grotte même, mais à proximité. J'ai ressenti quelque chose. Et c'est comme ça que j'en suis venu à l'archéologie. Je suis ici aujourd'hui pour présenter l'équipement du guerrier celte du 1er siècle avant Jésus-Christ, en contexte guerre des Gaules, et au niveau de l'artisanat également, présenter au public la manière dont on fabriquait les côtes de maïs sous l'Antiquité. C'est vraiment la base vraiment rudimentaire au niveau de la côte de maille. Elle ne va faire qu'au Moyen-Âge qu'évoluer vers des modèles beaucoup plus spécifiques, avec des techniques un peu plus élaborées, mais c'est vraiment la base au niveau de la fabrication. On est uniquement donc sur du celtique, hein, donc comme je le disais, 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a du militaire essentiellement, puisqu'on est sur un peuple guerrier, mais il y a également une petite partie de panoplie qui montre un petit peu les bijoux et les ustensiles de toilette qui étaient déjà existants à l'époque. C'est essentiellement les bases archéologiques et les sources écrites des auteurs antiques sur lesquelles on se base, et au niveau principalement des sources archéologiques et de ce que les archéologues ont fait comme recherche. Ça permet aux reconstituteurs comme moi de pouvoir refaire par des artisans des pièces quasi à l'identique. Donc les pièces qui sont présentées aujourd'hui sont des reproductions de pièces archéologiques qui sont présentes dans des musées, mais qui donnent ici un rendu de l'étendue du savoir-faire. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis passionné par l'Antiquité, et notamment la période celtique. C'est une période qui m'a vraiment attiré de par le mystère qui planait un petit peu autour, puisque c'est une culture qui est assez mal connue. Et donc c'est surtout ça qui m'a attiré, et vu la richesse, le substrat qu'il y a encore dans nos coutumes, dans notre vocabulaire aussi, il y a quantité de choses à faire découvrir et qui est propre à notre patrimoine et à notre histoire aussi. Touche vraiment pas que le 1er siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment les origines juste à toute la culture depuis son origine des Celtes, et peu importe la zone géographique. Donc, là aussi pour pouvoir montrer au public l'étendue géographique qu'il y avait. Donc on n'est pas sur une petite localisation géographique, mais c'est quelque chose qui est quand même
présent sur quasi la totalité de l'Europe actuelle. Bonjour, je m'appelle Danny Heron, je suis retraité depuis quelques années et par mon voisin qui fait partie de l'ASBL avec Jean, l'ASBL Ramilly 1706, je me suis laissé influencer et maintenant je fais partie du groupe costumé et on participe donc à des petites réunions commémoratives comme celle-ci. Alors nous appartenons au Web's Food Regiment, qui est un régiment de Mabrouk, donc c'est un régiment à pied et qui a combattu ici à la bataille de Ramilly. Donc les Anglais. Les Anglais. Qui sont les vainqueurs, qui ont battu les Français et les Espagnols. On a été enrôlés dans l'armée anglaise. Donc ils nous ont fourni tout le matériel nécessaire et cet événement était une grande ampleur et on s'est dit on ne le fait plus, c'est un peu dommage. Donc on a recommencé et voilà où on en est maintenant. Mais je crois que d'abord la bataille est méconnue. Oui. Les gens se focalisent beaucoup sur Waterloo et des choses comme ça, alors que la bataille de Ramilly est une bataille avec le nombre de personnages, de soldats engagés à peu près semblable, et qu'elle a décidé des frontières actuelles de l'Europe. Donc elle a historiquement plus d'importance que la bataille de Waterloo. Oui, il y avait 120 000 soldats en action. Il y a eu des dizaines de milliers de morts et de blessés. Et on en parle très peu. Moi, je me souviens même bien qu'à l'école, on ne nous parlait pas de la bataille de Ramilly, alors qu'on nous parlait de Waterloo. Et c'est une bataille qui a été aussi importante et aussi décisive. Et il faut savoir que les Anglais accordent beaucoup plus d'importance que nous n'en accordons à la bataille de Ramilly, à savoir qu'il y a des bateaux qui portent le nom Ramilly, il y a des gares, des trains, des rues. Voilà, donc les Anglais sont beaucoup plus respectueux de la mémoire de Ramilly que nous le sommes. Ramilly est bien connu en Angleterre. Fermez la batterie. Déposez l'arme. Remplissez le canon. Tirez la baguette. Bourrez. Remettez la baguette. Arme à l'épaule. Armez le chien. Numéro 1, feu. C'est mon beau-frère. De ton cousin. Ah oui. Ah oui, et souvent, ceux qui ont des maisons comme ça, ils partent au juin pour préparer la rue. Oui, tu peux le faire. Oui. Ah, j'ai pu le amateur du travail le bois et j'ai fait guide du terroir à l'écomusée de la Hamède, donc chez moi au Pied des Collines. Et il fallait faire un travail et j'ai choisi de faire le sabot. Au fil du temps, je faisais rien que des démonstrations et au fil du temps, des gens me demandaient pour avoir des sabots à chausser. Donc c'est pour ça que je dispose toutes les pointures de sabots. Une fois que ton sabot brut est fait, tu dois commencer à poser. On va voir. Il est là ou il est là? Vous avez utilisé en clair bouteille, c'est ça?
avec l'amorçoir ici. Donc on fait tous les trous. On vient le creuser avec ce qu'on appelle une cuillère ou une gouge. Jusqu'à la pointure voulue. Et là, pour bien aplatir le fond, on vient aplatir là, comme ça, et puis ça dessus. Ce sera plutôt avec celui-ci. Et donc on vient aplatir le fond. Voilà. C'est une passion que j'ai faite comme ça depuis 2014. J'ai un autre métier à côté. Il y a déjà beaucoup de télévisions qui sont venues chez moi pour filmer. Il y a nos télé, RTBF, Télé MB. J'ai une fois reçu une invitation de TF1, ça bon. Nous faisons toutes les deux parties d'un groupe de passionnés de costumés et nous sommes surtout un groupe d'amis avant tout et nous traversons les époques, que ce soit historique ou fantaisiste, pour le plaisir d'être ensemble et de partager avec les gens. Nous tirons nos costumes principalement aussi soit nous faisons nous-mêmes, soit nous récupérons et nous modifions, nous transformons. Et voilà. Et moi je suis tombée dedans étant petite. J'ai toujours été passionnée par le voyage dans le temps, l'histoire. J'ai fait d'abord la reconstitution historique et puis j'ai avancé mon chemin et voilà. Moi je suis tombée dedans via ma professeure d'histoire qui, lors d'une école ouverte, nous a proposé un thème qui était l'Uchronie et en faisant quelques recherches sur internet. Voilà, les cabinets de curiosité m'ont emmenée au steampunk et je suis tombée dedans vers mes 17 ans. On n'a vraiment aucune limite. Non, on n'a aucune limite. La créativité est notre seul frein et on en a à revendre. Oui, voilà, et l'imagination, donc voilà. Et quand nous faisons de l'historique, oui, nous faisons des recherches. Et puis quand c'est la fantaisie, comme dit mon ami, il n'y a que la créativité qui nous limite. Qui nous limite. Et on en a à revendre. Et voilà. Comme nous sommes un grand groupe, on profite en fait des compétences de chacun. Et selon les spécialités, on va dire, on peut requérir de l'aide auprès des nôtres. Et voilà, on s'en sort toujours. On est un groupe ça varie. On est 4-5 à la base, on arrive jusqu'à 10 parfois. On a un atelier qui se déroule à Glim, dans la salle à Glim, 2 vendredis par mois, le premier et le 3e vendredi en soirée, c'est ça. Donc, le premier c'est en soirée, le deuxième c'est vendredi à partir de 14-15h jusqu'à 22h. Et donc on se réunit là, et on vient quand on veut, et si on ne sait pas on ne vient pas. On demande quelque chose pour l'atelier. Et donc il faut apporter son carreau, comme on appelle, donc c'est le coussin sur lequel on travaille. On doit avoir les fuseaux, le fil, les aiguilles, les ciseaux, voilà, tout le matériel de base. Les patrons, on les retrouve dans des revues ou sur internet. Quel que soit le nombre de fuseaux, il n'y en a jamais que 4 qui travaillent. Et il y a 3 points différents. C'est l'ensemble des points qui fait la dentelle. Il y a juste un point qui est un peu plus difficile, c'est ce qu'on appelle le point d'esprit, mais ça on apprend ça par après, pas au début. C'est ça. Et donc le temps qu'on y consacre, ce sont des passions, donc il y a des choses qui vont plus vite et des choses qui vont moins vite, mais on ne sait pas compter notre temps parce que parfois on travaille qu'un quart d'heure, parfois on travaille 1 heure, parfois on travaille 2 heures.
Moi j'ai fait à un moment beaucoup de dentellomètres, c'est celle-là. Et ça, je faisais presque, je vais dire, 1 centimètre par heure, quoi. J'avais trouvé un cours dans le village à côté, je suis partie, voilà. Ça m'a plu et je suis restée. Et on a repris l'atelier à Glimes, moi j'ai repris l'atelier à Glimes il y a une vingtaine d'années. Moi je suis rentrée ici pour faire de la dentelle il y a plus de 20 ans. Le job il y a plus de 20 ans maintenant. Ça, j'ai été entraînée par une personne qui faisait déjà de la dentelle. Et elle m'a demandé pour venir. Et ça m'a plu. Et depuis là, voilà, on est là. Je suis passionné par le conflit de 14-18 et 40-45, mais surtout la partie plutôt ethnologique, c'est-à-dire comment les populations ont vécu et comment plutôt la vie intime et des populations et des soldats. Donc ma collection est surtout basée sur tous ces objets qui ont fait le quotidien des populations. C'est un aspect qu'on connaît un petit peu moins bien, puisque généralement on parle plutôt de l'aspect armé, militaire des choses. Ouais. C'est le fruit d'une quarantaine d'années de recherche ici, hein. Ça prend énormément de temps, et c'est un objet après l'autre, et puis c'est une thématique après l'autre, donc c'est très très long comme cheminement, mais passionnant parce qu'à la fin on arrive à compléter des ensembles et à raconter des histoires un petit peu moins connues et que le public est toujours intéressé à découvrir, parce que ce ne sont pas les objets qu'on voit tous les jours dans les collections ou dans les expositions. Alors c'est un cheminement multidirectionnel, hein. Ça fait partie d'échanges, ça fait partie de recherches dans les brocantes, dans les bourses, sur internet, voilà. C'est où on peut, chez les particuliers qui comprennent un petit peu ce que je fais et qui à un moment donné se disent ben voilà, on a des objets, on ne sait pas qu'en faire et on n'a pas envie qu'ils disparaissent. Donc voilà, j'essaie de garder l'histoire, parce que garder l'histoire et garder, je veux dire, le souvenir de quelqu'un, c'est permettre justement à ce qu'il continue à vivre dans nos esprits, dans nos mémoires. Alors il faut savoir, au départ, je suis originaire de Bastogne, un petit village à côté de Bastogne, donc dès que j'étais enfant, j'ai toujours entendu mes parents, mes grands-parents, surtout avec les voisins, parler de ce qu'ils avaient vécu pendant notamment l'offensive des Ardennes. Ça m'a très fort impressionné parce que voilà, ils étaient proches, c'était des témoins directs. Et donc au fur et à mesure, c'est ça vraiment qui a été mon fil rouge au fur et à mesure des années, en me disant c'est un aspect moins connu qu'on développe, donc pourquoi pas. Et depuis que je fais ça, j'ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt par les personnes qui s'arrêtent et qui veulent savoir un petit peu quelle est l'originalité, quel objet représente quoi et pourquoi. Donc, et ça permet aussi d'expliquer cette histoire de la vie des populations. C'est vraiment très très contemporain, puisque ce que nous vivons maintenant à l'heure actuelle, dans les conflits actuels, c'est ce qui est raconté là, malheureusement. Donc l'histoire n'a pas vraiment servi de leçon. Si on remonte même, je veux dire, je me suis intéressé même à 1870, qui est absolument pas connu chez nous, puisque 1870 c'est les Français et tout, nous sommes neutres et tout. Mais quand on essaie de voir un petit peu quel est le quotidien des gens dans ces conflits, qu'ils soient de 1870, 14, 45 ou actuels, c'est la même chose pour les populations, c'est toujours la même chose. Les gens sont mis face à une entrée en guerre, on quitte son pays, on se réfugie, on trouve refuge, etc. Ce sont les destructions. Après, c'est comment se nourrir, c'est avoir des prisonniers, voilà, faire face à des prisonniers, des maris, des frères, etc., qui sont déportés. Enfin, tout ça, toutes ces thématiques, que ce soit la nourriture, la déportation, les prisonniers, la libération, etc., tout ça est répétitif, vraiment répétitif. Et je peux dire ici, plus spécifiquement sur 14, c'est un conflit, premier conflit quand même assez moderne, et quand on voit tout ce qui a été mis en place en 14-18, notamment pour le ravitaillement, tout ça 20 ans après, c'est une répétition. Tout ça
tout à fait. L'exode de 40, voilà, n'est pas sans raison, c'est par rapport à ce que les civils ont vécu en 14. Voilà. Tout se tient tout le temps. Voilà. Du groupe de la 2e, Armorette, c'était ceux qui ont libéré l'entour, c'était les chars. Ben oui, là, lui, son char, c'est son... Ils ont dû libérer notre village. Ils sont venus de France, ils sont passés par ici, ils allaient directement en Allemagne. C'était la 2e Armorette. Et puis ici, c'était la 113e de cavalerie qui a libéré le Coquelin ici. Avec le groupe du groupe Vilna, que je fais partie aussi. J'ai travaillé toutes mes années et quand je suis tombé malade, j'ai été une fois voir. Ça m'a plu. Et puis j'ai investi dans ça, dans une tente. Et maintenant je suis parti, toute l'année. J'ai fait 12, 13, 14 camps par an. Beaucoup des écoles, devoirs de mémoire, ça j'en fais souvent. Pour expliquer aux jeunes ce qui s'est passé. Au moins de retrouver, dire, oui, c'est pour inciter les jeunes à combattre. Non, c'est pour expliquer ce qui s'est passé. C'est comme ici les personnes que je viens de voir, ils ont été à Bastogne, ils ont fait des musées. Ils voient en vitrine, tandis qu'ici, je leur donne en main. Et au fil du temps, ça passe, ça passe. Et je fais souvent des camps, une semaine, et on dort là-dedans. Et on en a fait quelques-uns sur Bastogne, les alentours. J'ai des collègues qui sont partis en Normandie, en véhicule militaire. Et moi, je ne l'ai pas fait. C'est pas qui je suis, mais c'est surtout pourquoi je suis là. En fait, mon grand-père était un des membres de la résistance à Ramilly. Et voilà, moi depuis que je suis tout gamin, il fait les commémos, etc. Et puis quand il est décédé il y a quelques années, je me suis dit il faut bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Donc voilà, j'ai repris le flambeau et on fait de son mieux pour essayer d'un petit peu dynamiser et expliquer ce qu'étaient les résistants de Ramilly. Et donc voilà. Alors Vilna, en fait, le nom a été choisi parce que, en fait, il vient de la ville de Vilnius, qui s'appelle comme ça aujourd'hui, mais à l'époque en russe, Vilnius, ça se disait Vilna. Et en fait, c'est une ville qui a été, lors d'une guerre précédente, qui a été reprise à l'ennemi grâce à des partisans, en fait, à des maquisards. Et donc, c'est pour ça que le chef du groupe, Vilna, a choisi ce nom-là comme nom de groupe, parce qu'en fait, il faisait référence au fait que c'était les gens du pays qui allaient se battre pour reprendre ce qui leur appartenait. Et on retrace donc la Seconde Guerre mondiale du début de la drôle de guerre plus précisément, jusqu'à la libération de Ramilly. Et tout au long de cette histoire-là, forcément, on essaye de présenter des objets d'époque et des photos d'époque, parce que moi, personnellement, c'est ce qui m'attire le plus, c'est l'histoire des petites gens, donc des gens du village. Et donc, j'avais demandé aux gens du village, justement, s'ils avaient des objets, des anecdotes ou des choses comme ça qu'on pouvait présenter. Et donc, j'ai plusieurs personnes qui m'ont donné soit des photos de leurs parents, grands-parents, avec les histoires qui vont avec, c'est ça qui est important, ou des objets qui ont été réalisés soit par les enfants qui attendaient leur papa qui était emprisonné en Allemagne, ou des objets plus en rapport avec la résistance. Donc voilà, on essaye de présenter un petit peu tout ça. Dans le cadre des 80 ans de la libération au mois de septembre, j'avais réalisé une exposition justement sur cette libération. Et donc les personnes qui organisaient l'événement d'aujourd'hui m'ont demandé si dans le cadre de leur événement multi-époque, je ne voulais pas la remettre pour présenter 40-45 à Ramilly. Et donc c'est un plaisir de pouvoir la remettre encore cette année. Oui, en fait voilà, donc mon grand-père il était après la guerre, donc les résistants du groupe
ont fondé une fraternelle, comme un peu partout. Forcément, au fil des années, les résistants nous quittant petit à petit, à la fin il n'y avait plus grand monde, donc on s'est dit il faut que quelqu'un reprenne le flambeau. Donc avec deux copains on a relancé ça. Malheureusement il y en a un des deux qui avait connu lui la guerre à l'époque, il était gamin, qui est décédé, donc maintenant on est plus que deux à avoir qui sommes toujours là d'avoir relancé la sauce. Et donc voilà, donc nous, on essaye de maintenir la fraternelle du groupe Vilna en vie et un petit peu avec les nouvelles technologies, on a fait une page Facebook, etc. Donc voilà, ça permet de partager aussi avec ceux qui font la même chose que nous, mais autre part en fait. Donc on a ceux qui sont du côté de Gembloux, de Wavre, dans les Ardennes, etc. Il y avait de la résistance un peu partout, donc grâce à Facebook notamment, ça permet de créer des contacts. Alors ici, ce sera une évocation de la guerre de Ramilly dans les années 50, où là on présente le statut des voies, où il y en avait 11 dans les années 50, en 1926 il y en avait 13. Et donc la gare de Ramilly était le point ferroviaire, ce qu'on appelle le creux de la SB, entre la ligne 142 qui faisait Tirlemont, Namur, et la ligne 147 qui faisait Gembloux, Gembloux, Tamines. C'était une guerre qui était forcément très importante parce que avant la guerre, avant les deux guerres, on avait quand même beaucoup d'industries, aussi bien bettravrières, donc agricoles, que sidérurgiques, puisqu'on avait quand même des usines du côté de Orbe qui faisaient des tracteurs, il y avait une sucrerie, il y avait une briqueterie. À UP, il y avait aussi une tuilerie, une briqueterie. Le trafic voyageur a cessé dans les années début 60, vraiment tout début 60. Et le trafic marchandises a encore continué périodiquement jusque dans les années début 80. Et fin des années 80, tout a été déferré définitivement. Et c'est devenu le Ravel d'aujourd'hui. Donc on s'est basé sur les plans de la SNCB des années 50, qui est ici, qui lui représente vraiment l'implantation de la gare de Ramilly, avec le château d'eau, le pont tournant, les deux postes d'aiguillage qui sont représentés, les abris anti-aériens qui sont représentés, la marchandise. Au niveau de la cour à marchandises, il reste juste les 2-3 pavés qui remontent, c'est devenu un parking aujourd'hui. La gare est toujours là aussi. Les pompes à eau n'existent plus aujourd'hui, mais on les a représentées. Par contre, les quais sont toujours là dans la végétation. Et alors oui, forcément, on essaye de reproduire un peu le plus fidèlement possible. Malheureusement, dans le commerce, on n'arrive pas à trouver les bâtiments tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc dans les années à venir, on va devoir faire de l'impression 3D. Nous avons les plans pour le faire. Voilà, il n'y aura plus que le temps et de l'acharnement parce que ça ne va pas être simple de le faire. Bien, quand j'étais petit, nous avions une maison dans les Ardennes à Beaumain-sur-Ourthe, la ligne qui faisait Liège-Jemelle. Et avec mon père, de temps en temps, on prenait le train pour partir le week-end là-bas. Notre maman nous rejoignait le lendemain. Et donc là, il y avait les fameux 55, où là, je suis toujours amoureux de ça. Et donc j'ai dit, j'aimerais bien faire mon métier. Et voilà, quand j'ai fait mes hautes études, j'ai essayé de rentrer à la SNCB à 2 reprises. Et voilà, ça ne s'est pas fait. Et j'ai dit, je vais faire au niveau miniature. Et cette passion est toujours là et elle ne me quittera pas de sitôt, ça c'est sûr. Non, c'est uniquement général belge, époque 4-5 principalement. Grâce à M. Hautefin, maintenant je commence à venir vers l'époque 3. Donc on se dit qu'on va arrêter de collectionner et puis au final, on continue. C'est une belle passion et les époques qu'on n'a pas pu nous connaître, puisque je suis né que dans les années 80, voilà, ça nous permet de le représenter et de rouler avec le matériel qui a existé. Notamment dans les vitrines, on a mis le matériel qui a roulé sur la ligne, avec les voitures, les wagons marchandises, pour montrer un peu aux gens voilà, ce qu'il y a eu, parce que tout ce matériel-là n'existe quasi plus, je veux dire. On peut le trouver à la vallée du Boc, on peut le trouver à Mariembourg sur la ligne des Trois-Vallées, mais
avec les contraintes européennes, ça devient un peu difficile. Enfin, du moins, ceux qui s'occupent de ça au niveau SNCB, ça devient difficile de mettre les locomotives aux normes de sécurité. Ce que je présente ici, c'est la gendarmerie pendant la guerre, 40-45. Mais j'aurais pu présenter aussi d'autres gendarmes à d'autres époques, hein, et d'autres uniformes. Hein. Ça, c'est uniquement la guerre 40-45, quoi. Avec des nouveaux uniformes qui ont été portés par des gens qui ont participé à la guerre, comme par exemple le général. Là. Il porte un nouvel uniforme, mais il a participé à la guerre 40-45 et l'autre général aussi. Ces deux généraux-là ont fait partie des régiments légers. C'est-à-dire qu'à l'époque, le gouvernement a prélevé des gendarmes un peu partout pour les envoyer au front et encadrer les troupes qui étaient à la guerre, quoi. Mes deux frères ont fait une carrière à la force aérienne. Voilà, gendarmerie. Et mon papa travaillait au chemin de fer à la gare de Ramilly. Forcément. Mon grand-père travaillait aussi au chemin de fer. Mais il était né en 1875. Et mon papa en 1900. Et depuis que je suis retraité, pour ne pas sombrer, je me suis dit, bon, je vais quand même faire une collection, je vais faire des expositions. J'ai écrit aussi quelques livres aussi, traitant uniquement d'histoire de gendarmes, de police communale et de police rurale. Je fréquente. Pour trouver ça, il faut faire des brocantes spécialisées militaires. Hein. Mais maintenant, c'est introuvable. C'est vraiment introuvable. Alors je fais des expositions dans des écoles, des commissariats, presbytères, musées de retraite. Ce que je fais aussi, à la mode, je vais présenter le métier de gendarme au XXe siècle dans des écoles. Alors j'explique le métier de gendarme à l'époque, comme ça se passait, quoi. Alors à l'époque, tout ce qu'il avait pour travailler, c'est son petit portefeuille, quoi, avec un crayon et un cahier. Pas d'ordinateur, hein. Pas de GSM. Hein. À l'origine, il n'y avait pas de bic non plus. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Oui. Et alors, le service se faisait à vélo. Avant, il se faisait à cheval. Et puis, on a fait à vélo. Et puis, on a commencé à avoir des véhicules. Et ensuite, on a eu des véhicules du surplus de l'armée américaine. Mais alors, on les mettait en couleur en bleu. Et ça, c'était d'autres époques, ça. Hein. Oui. J'ai commencé par 1, 2, 3, 4. Et puis le virus. Alors, j'ai dû choisir. Hein. Au lieu d'investir dans des médicaments, j'ai investi là-dedans.